les investisseurs, ils ont abondé un petit peu, que les discussions ont été faites et de qualité avec des investisseurs potentiels, le risque il tombe beaucoup plus. Et là, du coup, on peut faire des belles sessions comme ça en procédure collective après. Ouais, ouais, totalement. Alors, ça vaut vraiment le coup qu'on fasse un webinaire spécial sur ce sujet. Alors, je vois que les participants continuent à rentrer. Je vais reprendre la main pour d'abord dire bienvenue dans ce webinaire avec René Cadouche. Le thème aujourd'hui, c'est la négociation et la protection juridique d'un repreneur. Bonjour François, merci Bonjour, d'être Bonjour là. Agnès, bonjour René. bonjour. Donc, je suis ravie aujourd'hui de co-animer cette session avec René, mais en français, hein, parce qu'on l'a déjà fait en anglais et on s'est dit que ça serait bien de faire une session. On l'a déjà fait en anglais et donc maintenant c'est la session en français. Donc, nous allons vous présenter un webinaire sur les 3 secrets pour acheter une entreprise rentable sans risque et nous allons véritablement aborder le sujet sans jargon financier. Vous n'avez pas besoin d'investir une fortune pour réaliser votre rachat. Et je vais vous présenter la méthodologie du private equity, dopée par la tech, parce que c'est comme ça qu'il faut travailler en 2026, et de manière à pouvoir acheter une entreprise en moins de 12 mois. Je vais accepter les participants au fur et à mesure. Euh, donc, je vais désactiver la première fenêtre. Voilà, je vais mettre ça là. Euh, René, bienvenue. Peut-être dit quelques mots là au tout démarrage avant de lancer véritablement l'agenda, parce qu'on a un agenda très chargé aujourd'hui et on veut faire tenir ce webinaire dans le délai de 1 heure. Bonjour, donc ravi de participer de nouveau à ce webinaire. Merci à tous les participants qui se sont inscrits. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, hein, parce que je vois que certains d'entre vous font partie de mon cercle professionnel et ou amical. Donc, moi, je suis avocat donc depuis 2003. Depuis cette date, je fais des fusions-acquisitions aussi bien domestiques que cross-border et du private equity au sens large. Et parmi donc ces 23 ans, j'ai exercé pendant 9 ans en Asie du Sud-Est, de 2012 à 2021. Et un. Et je suis Voilà, rentrée en France il y a 5 ans. Et c'est pour la petite histoire, c'est à Singapour qu'Agnès et moi, nous nous sommes connus. tout à fait. Nous étions toutes les deux françaises et on essayait de rentrer sur le marché singapourien. Alors, voici l'agenda que nous allons couvrir aujourd'hui. Nous allons brièvement nous présenter, que vous sachiez pourquoi on aborde ces sujets avec plein de légitimité. Nous verrons aussi pourquoi vous êtes là aujourd'hui, sans doute parce que vous êtes porteur d'un projet d'acquisition. Je parcourrai la méthode des investisseurs professionnels qui doit vous servir véritablement de ligne directrice dans votre projet de rachat. Nous évoquerons également le calendrier d'une transaction et René va se prêter à un jeu avec moi en répondant à toutes mes questions. Et si ces choses-là arrivent, parce que ce sont des risques que vous avez identifiés et on verra comment les cerner dans des contrats juridiques. Nous verrons aussi les 5 mauvaises raisons pour abandonner votre projet d'acquisition. Je parcourrai rapidement le playbook avec de la tech, car aujourd'hui nous avons des logiciels qui permettent d'adresser ces marchés fragmentés. Et je parcourrai mon programme CEO Fast Track qui permet de réussir quand on est un entrepreneur solo à racheter une entreprise. Mais tout de suite, pourquoi nous sommes là et pourquoi nous présentons ce sujet? Alors en résumé, je suis Agnès Hugo, j'ai 20 ans d'expérience dans le private equity, à la fois dans des fonds et dans des banques. J'ai dû passer aussi 10 ans dans l'opérationnel à des postes de direction générale, dans une fintech à Singapour et ensuite dans un grand groupe d'immobilier en France. J'ai dû déployer à peu près 2 milliards d'euros de financement et analyser plus de 500 transactions dans tout mon parcours. Alors, j'ai démarré mon parcours à HEC et j'ai rejoint un grand réseau d'audits financiers. Je suis aussi expert comptable, diplômé en France et aux États-Unis. Mais c'est pas ça que je voulais continuer à faire. Je voulais rentrer dans les métiers de l'investissement. Et après mon MBA à l'INSEAD, j'ai été accepté par Apax Partners, qui était une des équipes les plus anciennes à Paris, mais aussi à l'international avec le réseau Alan Patricof. Ensuite, je suis passé dans une banque pour créer un fonds de restructuration et m'occuper des LBO défaillants dans la période 2002-2003. Et j'ai rejoint une banque en création, Lance Banqui, à Londres, parce que je voulais vraiment avoir un rayonnement européen. Et là, nous avons vraiment financé des entreprises, des PME, dans
plusieurs pays en Europe, la France, l'Espagne, l'Italie, et aussi des opérations transfrontalières avec les États-Unis. Suite à ça est arrivée la grande crise, donc ça a été une période très compliquée, très dure pour tout le monde. Mais moi, j'ai vu une grosse opportunité de créer le premier fonds de dette privée en France parce que c'était possible de manière réglementaire. Et j'étais adossé à 2 gros investisseurs en PI, Capzanine et 123 Venture. Pour des raisons réglementaires, nous n'avons pas pu déployer l'argent et j'ai rejoint une équipe de conseil en restructuration de banques qui pilotait la liquidation des actifs de Lehman Brothers chez Alvarez Marsal. Et là, je me suis intéressé au secteur bancaire à Athènes, où j'ai fait des fusions-acquisitions de banques avec des gros portefeuilles d'actifs à céder, puisque Crédit Agricole et Société Générale, pour ne pas les nommer, voulaient sortir de ce pays. J'ai aussi créé Cité Gestion, qui est un projet dédié à la gestion des actifs toxiques financiers, des dettes contractées par les municipalités euh, et vendues par les Dexia et les plateformes de marché des banques françaises. Ensuite, j'ai eu un petit garçon et j'ai voulu changer d'environnement. Donc, nous sommes partis à Singapour, où là, je suis tombé dans vraiment le mouvement FinTech, car Singapour voulait devenir un hub de FinTech. Et je suis tombé en admiration devant ce que pouvaient faire les plateformes chinoises, puisque c'est grâce à Alibaba que des millions de Chinois sont sortis de la pauvreté parce qu'ils pouvaient transacter en étant simplement connectés avec leur téléphone. Donc, j'ai lancé Fast Track Trade en partenariat avec un lourd, une compagnie d'assurance, Prudential, qui m'a financé le code. Et le projet, c'était de créer un service web pour les PME de manière à ce qu'elles puissent digitaliser tout leur parcours de commerce, bon de commande, facture, paiement, demande de financement, avec un système qui les protégeait, qui était la blockchain. J'ai été invité à la table ronde du Premier ministre Theresa May parce que l'un de nos gros partenaires était une association de commerce du Commonwealth. Et là, véritablement, ils étaient en plein Brexit. Donc, il y avait vraiment des relais à trouver sur les mécaniques de commerce internationaux au sein du Commonwealth. Et bien sûr, les Européens étaient très en retard sur la connaissance de ces mécanismes. Ensuite, j'ai participé aussi à pas mal d'événements organisés par le WTO, par l'AFC, qui est la Banque des Nations Unies, dans des pays émergents, parce que ce sont des modes vraiment de développement économique. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez pousser tous les modes d'achat et de vente de produits et de services. De retour en France juste avant le Covid, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai rejoint le launchpad de l'INSEAD à Station F, pas pour beaucoup, pas pour longtemps, puisqu'il y a eu le premier confinement, tout a été fermé. Et là, j'ai cherché un boulot. J'ai compris que plus rien n'allait arriver, au moins pendant 2 ans. J'ai rejoint un groupe d'immobilier, 530 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas de process, des systèmes d'information très vieillots, et nous avons été attaqués. Nous avons vécu une grosse crise cyber. On nous a rien volé parce que nous avons réagi tout de suite en coupant les connexions Internet. Nous avons pu tout nettoyer et grâce à un mode de plateforme pour pousser les patchs de manière à élever nos niveaux de sécurité sur les 2000 euh, ordinateurs et serveurs. Mais nous avons dû gérer ce groupe en mode vraiment détérioré. Donc au bout d'un an, j'en suis sorti et j'ai réfléchi sur ce que j'aimais vraiment faire et notamment sur les métiers de l'entrepreneuriat parce que accompagner les PME et leurs équipes dirigeantes, c'est ce que j'adore. Par contre, tout ce qui est management buy-in, c'est très compliqué à organiser parce que c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est là où je pense que mon expérience et ma méthode peuvent créer un vrai avantage pour des candidats à la reprise d'entreprise. Donc j'avais déjà enseigné les LBO à HEC Paris et à Schema, aussi à l'INSEAD pendant les 100 premiers jours post-acquisition. Et du coup, ma mission en 2026, c'est d'accompagner 15 repreneurs ambitieux à racheter leur première entreprise. Je suis actuellement encore à la recherche de 3 candidats potentiels et ils vont bénéficier d'un coaching sur mesure, d'un playbook digital complet avec notamment du contenu en ligne, mais également une boîte à outils que j'ai sélectionnée avec bien sûr tout un tas d'experts qui vont les accompagner étape par étape. Donc, à la fin de ce webinaire, vous allez avoir aussi une compréhension claire de la façon dont vous aussi, vous pouvez acquérir une entreprise. Et ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment une feuille de route pratique qui est pratiquée par tous les investisseurs en capital. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vu trop souvent des professionnels talentueux qui avaient un vrai potentiel de leadership, mais qui passaient à côté d'une reprise parce que personne ne leur avait donné les clés. C'est quand même un marché très niche et avec des codes. Restez jusqu'à la fin parce que je vous offrirai une opportunité unique et ce qui compte vraiment, c'est de démarrer le processus avec confiance et de le mener jusqu'au bout, car cette méthode peut changer votre vie.
Voilà pour moi. Maintenant, René, explique-nous un petit peu ton parcours et pourquoi donc tu interviens aujourd'hui sur ces sujets de maîtriser le risque dans une acquisition. René, tu es toujours là? Plusieurs vies depuis que je fais du droit. Dans un premier temps, j'ai enseigné à l'université. Ensuite, quand j'ai eu terminé mon doctorat, je suis devenue avocat au barreau de Paris, où j'ai exercé dans les grands cabinets pendant une dizaine d'années. Et puis, au bout d'un peu plus de 10 ans, j'ai quitté la France et je suis allée m'établir en Asie du Sud-Est, où j'ai monté une pratique dans un premier temps entre l'Indonésie et Singapour, puis dans un second temps à Singapour à temps plein. Et dans ce cadre-là, bah, j'ai continué à faire ce que je savais faire. J'allais dire je ne sais rien faire d'autre. Donc j'ai continué à faire des fusions-acquisitions et du private equity au sens large. Ensuite, bah, Covid oblige, je me sentais plus chez moi à Singapour, donc j'ai décidé de rentrer en France. La première année, ben, j'ai continué sur ma lancée Asie et puis j'ai relancé une activité purement domestique tournée vers la France 1 an plus tard, hein, donc à l'été 2022, ça fait 4 ans aujourd'hui. Et dans ce cadre, j'ai dû closer environ 25 opérations en M&A et en venture, tout en continuant un petit peu à travailler en Asie quand je suis sollicitée. Et pourquoi j'ai décidé de faire ce séminaire? Parce que j'assiste aussi bien dans le cadre des fusions-acquisitions acheteurs et vendeurs, et je voudrais mettre à profit ce que j'ai appris en conseillant des vendeurs. J'aimerais les mettre à profit pour des repreneurs. Parfait. Alors, ça marche tout à fait parce que notre audience aujourd'hui, elle est constituée d'entrepreneurs qui sont prêts à passer à l'action. Donc maintenant, voyons pourquoi vous assistez à ce webinaire aujourd'hui. C'est parce que vous voulez du sens. Vous ne voulez pas simplement un nouveau poste ou une entreprise à piloter, quelque chose qui compte vraiment. Vous avez besoin d'une méthode. Il vous faut une feuille de route claire. Et vous pensez que c'est le bon moment parce qu'effectivement, des milieux d'entreprise rentables aujourd'hui sont sans successeur. Et vous pourriez être la solution. Alors, ce webinaire est vraiment fait pour vous si vous êtes un cadre entre 35 et 60 ans, vous connaissez bien un secteur ou une fonction et vous souhaitez reprendre une entreprise dans ce secteur. C'est une PME que vous cherchez avec un EBITDA compris entre 1 million et 5 millions d'euros, seul ou avec un associé. Ce webinaire est vraiment aussi fait pour vous si vous venez de quitter votre poste ou que vous sentez que ça va arriver, que vous adorez le travail en équipe et que vous voulez vraiment diriger une entreprise. Et vous êtes prêt à vous engager à fond et à passer du temps pour y arriver. Vous voulez peut-être développer aussi l'entreprise familiale, mais vous n'avez jamais réalisé d'acquisition de votre vie et vous voulez le faire correctement pour ne pas vous mettre à risque. Vous sentez aussi que c'est le bon moment. Vous percevez l'opportunité parce que on en parle beaucoup dans la presse. Il y a énormément d'entreprises à transmettre et vous êtes prêt à franchir la prochaine étape, que ce soit une première acquisition ou le premier chapitre de votre famille. Alors, du coup, voici les 3 secrets d'investisseurs professionnels qui l'utilisent tous les jours pour acquérir des entreprises et c'est véritablement un métier. Alors, vraiment, le taux d'échec des startups, c'est beaucoup plus élevé que de racheter une entreprise. Pourtant, tout le monde pense à créer une entreprise avant d'en racheter une. Et l'avantage des acquisitions, c'est que quand vous achetez une entreprise, vous acquérez des flux de trésorerie existants, des clients existants, des équipes et des processus. Le risque est connu et a priori maîtrisable, sauf, sauf à dire que vous n'avez pas fait véritablement votre analyse au début. En plus, on est devant une vague de succession qui va se créer parce que naturellement, les papy boomers des années 70 sont en phase de passer le cap pour partir à la retraite. Aujourd'hui, c'est BPI France qui estime à 500 000 entreprises dont les patrons sont en âge de partir à la retraite. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire tout de suite, parce qu'il y en a qui restent jusqu'à l'âge de 80 ans. Il y en a qui restent jusqu'au point où ils sont plus du tout capables de piloter leur entreprise. En tous les cas, il y a une fenêtre de tir où il va y avoir des besoins de succession. Alors du coup, pour moi, c'est de vous présenter un peu comment on rachète une entreprise et de vous proposer cette image, c'est comme courir un marathon, donc il faut vraiment se préparer et il faut avoir une discipline pour aller jusqu'au bout, en ayant vraiment construit cette étape. D'abord, une construction de deal flow, ce que fait un investisseur professionnel d'entrée de jeu.
Ensuite, il faut savoir filtrer, sélectionner les entreprises. On ne regarde pas tout et n'importe quoi. On va vérifier les 5 métriques clés qui montrent qu'une entreprise est rentable et qu'on peut vraiment s'intéresser à elle. Ensuite, il faut savoir se focaliser, réévaluer et itérer en fonction des données qui vous sont transmises, parce que les données vont arriver au fil de l'eau. Savoir faire également une offre pour aller voir plus, pour aller voir et rencontrer le patron et le site. Et derrière, savoir structurer un capital intelligent et des financements. Voilà. Mais un investisseur, il ne va jamais travailler seul. Il va toujours tester sa thèse d'investissement avec soit des extérieurs, soit son comité d'investissement. Et ils sont redoutables, hein, les patrons de ces fonds sont redoutables pour poser les bonnes questions et pour interdire de continuer si les réponses ne sont pas satisfaisantes. Ensuite, il faut savoir maintenir un pipeline de deals actifs parce que si vous interrompez dans une recherche, ben, vous repartez de zéro. Donc, c'est toujours compliqué de se remettre à chercher des deals. Et il faut savoir éliminer les deals faibles. Et en plus, construire un deal flow, ah ben, aujourd'hui, dès que vous tombez dans le marché fragmenté des entreprises, ça, c'est compliqué parce que vous n'avez pas vraiment de conseils M&A qui sont capables d'établir un processus sur chacune de ces entreprises. Et en plus, 60% de ces entreprises ne sont pas visibles sur le marché. Il faut savoir aller les trouver. Et derrière, la vraie question, c'est de savoir rentrer en discussion avec un patron d'entreprise avant potentiellement qu'il ne pense à céder son entreprise. Donc, aller au contact direct, c'est un avantage parce que vous pouvez aller discuter directement et si le fit passe bien, ben, continuez, plutôt que de vous mettre uniquement et d'attendre uniquement des processus de vente où il y a de la vraie concurrence. Organiser un deal flow multicanal, c'est essentiel et il faut savoir le faire parce qu'en fait, vous allez vous adresser à un marché de PME très fragmenté. Et aujourd'hui, les canaux, ils existent, ils sont divers et variés, et il faut aller vraiment au contact et les travailler chacun pour pouvoir avoir un deal flow et une série d'opportunités qualifiées. N'oubliez pas que c'est un sport de statistiques, c'est-à-dire que sur 100 projets qui vont vous passer entre les mains, vous n'allez n'en analyser que 10 parce que c'est uniquement ces 10 qui répondent à vos critères, à la fois de rentabilité et d'intérêt, et qu'à la fin, vous n'allez en clôturer qu'un seul. Si vous n'avez pas ce jeu statistique entre les mains, vos chances de succès elles sont très limitées. Les indicateurs à vérifier, ils sont assez faciles, même si vous n'êtes pas un expert financier. Bien sûr, il faut se regarder le chiffre d'affaires sur au moins 5 années, regarder les marges de BE et pouvoir les comparer avec des entreprises comparables. Voir l'évolution du chiffre d'affaires et le nombre de clients pour voir si l'entreprise est toujours dynamique et si elle fait rentrer de nouveaux clients ou bien si elle a un modus, elle est en modalité plutôt passif. Et également, deux éléments qui ne mentent jamais sur la qualité du business opérationnel, c'est la trésorerie qui est générée en fin d'année et les impôts payés, parce que quand vous payez de l'impôt, c'est que vous n'avez pas pu récupérer des charges sur l'opérationnel. Enfin, il faut savoir vraiment se focaliser, ne pas être trop dans la diversification. Il faut savoir évaluer son intérêt en fonction des données qui vous arrivent et itérer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, affiner votre offre et voir si vous voulez continuer dans les process ou continuer dans les discussions avec les patrons. Il faut savoir aussi préparer sa première lettre d'intérêt et ne pas trop la travailler, ne pas trop y réfléchir parce qu'il y a plein de conditions à remplir. Et surtout, il faut en avoir plusieurs au feu parce que tant que vous n'en avez pas un certain nombre, vos chances de parvenir à clôturer le deal sont quand même assez limitées. Vous n'allez pas être seul sur les mêmes belles boîtes. Enfin, au final, il faut savoir financer et structurer un capital intelligent et derrière, ça veut dire que vous savez aller démarcher des investisseurs, vous savez aussi aller démarcher des fonds de type alternatif, parce que aujourd'hui, ce n'est pas forcément les banques qui vont savoir financer ces activités. Il y a des tas de financements alternatifs, mezzanine ou family office, qui peuvent venir compléter votre tour de table. Et donc, il faut savoir les intéresser très en amont, avant de leur montrer un deal. Maintenant, je vais passer cette partie-là à René, qui va nous parler du calendrier d'une transaction. Alors, ce calendrier se déroule en plusieurs phases. La phase 1, je vais aller très vite, c'est à ce moment-là que vous sélectionnez vos conseils et notamment votre conseil M&A pour vous accompagner en vue de négocier le prix. Parce que
un conseil juridique à ce stade, c'est bien d'en avoir un en back-office pour vous aider à vous structurer d'emblée. Par exemple, est-ce que vous devez acheter à titre individuel ou monter une société? Bon, là, votre conseil habituel peut le faire, mais pour le processus de vente, c'est pas la peine de le mandater à ce stade, ça servira à rien. Donc, première chose, c'est la sélection des conseils. Vous signez une lettre de mission et à partir de cette lettre de mission, vous définissez la stratégie d'acquisition et les critères. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? C'est ce que vous a décrit Agnès précédemment. Ensuite, avec votre conseil M&A, vous allez originer votre deal flow et donc examiner les opportunités, prendre contact avec les chefs d'entreprise concernés, signer des accords de confidentialité et avoir vos premiers échanges avec les cédants. Donc, à ce stade, ça reste quand même une phase très, très informelle. À la fin de cette phase 2, qui dure environ 3-4 mois, à la fin de cette phase 2, c'est là où vous allez soumettre une lettre d'intention. Et donc là, j'insiste particulièrement, c'est à ce stade que vous devez mandater un avocat. Me concernant, je vous explique comment je procède. Cette phase, je ne la facture pas, je ne la facture que si finalement l'offre indiquée dans la lettre d'intention est retenue. Je la facture de manière rétroactive. Si on s'arrête là, bon ben c'est pas grave, je le fais en pro bono. Donc, il faut absolument faire rentrer un avocat à ce moment-là, parce que cette lettre d'intention, elle ne va pas seulement décrire le prix, le nombre d'actions, elle va également décrire les conditions de l'opération. Et pourquoi c'est important de faire rentrer un avocat? Parce que si vous ne faites pas rentrer un avocat, vous allez être d'accord sur le prix, vous signez. Et après, l'avocat rentre après, et ça va être compliqué de demander des choses qui sont pourtant standards parce qu'elles n'auront pas été prévues par la lettre d'intention. Donc, cette phase dure environ 1 mois. À l'issue de cette phase, votre offre est acceptée, la lettre d'intention est contresignée. On passe à la phase de due diligence. Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il va y avoir donc plusieurs types de due diligence, des due diligence techniques, des due diligence financières, des due diligence de plus en plus, et même la presse spécialisée s'en fait l'écho, des due diligence cyber, et je rebondis Agnès sur l'exemple que tu as donné. Typiquement, la boîte dans laquelle tu avais été recrutée, si elle avait été avant, elle aurait dû faire une due diligence cyber et on aurait peut-être découvert cette vulnérabilité. Donc, due diligence financière, technique, cyber de plus en plus. Selon les activités, due diligence data, RGPD, et de plus en plus, à mon avis, dans les années à venir, due diligence AI. Et évidemment, la phase la plus importante de la due diligence, c'est cette due diligence financière, je crois que je l'ai dit, et également juridique. Financière, parce que là, on va vérifier que les chiffres annoncés par le vendeur correspondent bien à la réalité. Et due diligence juridique, on va examiner les contrats clients, les litiges, les déclarations fiscales, les employés, la propriété intellectuelle et la partie société, à savoir que votre société, on vous a annoncé qu'il y avait 3 actionnaires. C'est à ce moment-là que vous allez établir avec certitude, au sens juridique du terme, qui est actionnaire, qui vous rachetez en réalité. C'est via cette due diligence juridique corporate que vous allez savoir si vous êtes censé racheter 100%, mais que 2 mois après le closing, il n'y a pas quelqu'un qui va venir et à dire, au fait, moi aussi, j'ai droit à avoir des actions. À partir de donc, l'objet de cette phase de due diligence, c'est finalement d'affiner le business plan et de vérifier que le chiffre sur lequel on s'est mis d'accord correspond à la réalité. À partir du moment où cette due diligence est terminée, or souvent ça se chevauche, la phase 5, donc de documentation et de négociation finale, avec la phase de due diligence. Phase 5, on va négocier la documentation juridique et notamment ce fameux SPA, Share Purchase Agreement, contrat de cession,
ou protocole de cession. Enfin, il y a beaucoup de termes, hein. Dans notre jargon, on parle de SPA. C'est clairement, on s'engage, on s'engage qui à vendre, qui à racheter à tel prix, avec éventuellement, j'y reviendrai tout à l'heure, un earn-out et avec des garanties, des déclarations et garanties et un mécanisme d'indemnisation. C'est ce qu'on appelle une garantie de passif. Parfait. Alors, Ah, ah, et tu voulais enfin, continuer? oui, et enfin, phase 6, on signe le SPA et généralement, quelques temps après, alors ça dépend beaucoup des transactions, on signe la documentation de transfert effective où on transfère effectivement les actions et où on paie le prix. Hein, c'est ce qu'on appelle la phase dite de closing et phase 7 hein, qui n'y figure pas, c'est la vie post-closing et c'est de loin la plus compliquée. Et me concernant, j'essaie toujours d'anticiper dès la phase 5 de négociation ce qui peut se passer au cours de la phase 7. Il ne figure pas là-dessus. Alors, du coup, on y va pour les questions. Et si, ou toute une série de comment vous protéger contre des risques identifiés. Alors, et si les états financiers étaient faux, René? Comment tu protèges un Ah, acquéreur? alors, dans ces cas-là, les états financiers sont, disons, arrêtés au 31 décembre 2025. On va prévoir un mécanisme dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, dit de garantie de passif par lequel le vendeur déclare que les comptes de référence sont exacts, établis selon les règles comptables, donnent une image sincère. Il va donner donc un certain nombre de garanties sur les comptes. Et si ces garanties se révèlent post-closing inexactes, il devra indemniser l'acheteur. Parfait. Maintenant, et si des collaborateurs clés partaient après la vente? Alors là, on va, si j'ose dire, travailler en amont et en aval. On va d'abord faire en sorte qu'ils ne partent pas en leur faisant signer, alors je connais pas le terme français, des retention bonus agreement. C'est-à-dire qu'on va leur verser un bonus qui, au cours pendant une certaine période, avec une accélération, le cas échéant. Bonus de rétention, je sais pas si ça se dit en français. Ensuite, ça c'est pour les garder. Et toujours dans ces mécanismes de déclaration et garantie, le vendeur peut vous garantir, si vous le demandez, peut vous garantir que, à sa connaissance, parce qu'effectivement, il ne peut pas s'engager au-delà de sa connaissance, que, à sa connaissance, aucun des collaborateurs clés ne partira en conséquence de la transaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il est au courant que votre directeur commercial part, bah, il engage sa responsabilité. Alors, une autre question aussi qui fait très peur, c'est et si le cédant me faisait concurrence après la vente, en recréant une Alors, entreprise dans les mêmes sujets? alors là, ça se règle par l'insertion d'une clause de non-concurrence dans le contrat de cession. Clause de non-concurrence qui sera calibrée en durée. Hein, il ne peut pas s'engager ad vitam aeternam, donc il va s'engager pendant une certaine période. Il va s'engager, la clause sera calibrée en activité, c'est-à-dire que si la boîte rachetée fabrique des gobelets, ben, il ne peut pas s'engager à ne pas faire à faire à ne pas faire concurrence pour tout ce qui est art de la table, hein, je dis n'importe quoi, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent travailler et en périmètre géographique. Si la boîte rachetée est en France et que c'est un marché très très vaste, alors si c'est un marché de niche, effectivement, on peut avoir une clause monde. Mais si l'activité de la société est purement française, bon, il va s'engager autour de pour toute la zone France. Il ne va pas s'engager pour le monde entier. Si en revanche, c'est une solution ultra technique, ultra pointue, avec un marché mondial dans l'immédiat, là, effectivement, on pourra s'engager dans un périmètre géographique bien plus large.
Cette clause de non-concurrence, pardon, cette clause de non-concurrence est souvent complétée par une clause de non-sollicitation des clients et des salariés après le closing. Donc, OK, vous rachetez, je dis n'importe quoi, vous rachetez une boîte qui fait des gobelets, tout le chiffre repose sur le directeur commercial. Après, vous êtes sorti, vous créez une boîte qui fait, je dis n'importe quoi, des sacs. Ben, en vertu de cette clause de non-sollicitation, vous ne pourrez pas solliciter votre directeur commercial, même si la boîte que vous avez créée n'est pas concurrente de la boîte rachetée. Et souvent, cette clause, elle figure déjà dans les accords de confidentialité qu'on fait signer Oui. à des acquéreurs potentiels. Oui, totalement. Alors du coup, maintenant, on rentre dans la boîte et on se rend compte que le niveau de trésorerie n'est pas au niveau. Et tout simplement parce qu'on avait oublié de payer des fournisseurs ou on avait simplement oublié de comptabiliser les factures fournisseurs. Qu'est-ce qui se passe là? Comment est-ce qu'on peut se Alors, protéger? pendant longtemps, on prévoyait dans le SPA un prix provisoire et on l'ajustait à la hausse ou à la baisse en fonction du fonds de roulement, en fonction du working capital. On s'est rendu compte que c'était compliqué. La pratique s'est rendu compte donc que c'était assez compliqué, que ça créait des discussions sans fin. Et donc, on est passé à une alternative qui est de plus en plus répandue. Alors là encore, je ne sais pas comment on dit en français, parce que même quand je négocie en français, on appelle ça un logbox, c'est-à-dire que on fixe le prix en amont sur la base de comptes historiques. Par exemple, je donne un exemple, les comptes historiques seront ceux au 31 décembre. Donc, on va fixer un prix provisoire et on va prévoir des distributions autorisées et des distributions interdites. Et entre le signing et le closing, on fera le calcul. Et le jour du closing, on dira, bah, le prix à payer, c'est tant. Et il n'y a plus de mécanisme de révision du prix post-closing. Donc, avantage, ben, c'est que le prix définitif est connu tout de suite au moment du closing et on n'entre plus dans des discussions sans fin après le closing. C'est de plus en plus répandu. Moi, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Et ça me rappelle une transaction que moi j'avais fait en Espagne où on avait racheté 4 distributeurs de produits électroménagers. Sur les 4 sociétés, il y en avait 3 dont le working capital était faux, c'est-à-dire que les factures fournisseurs n'avaient pas été clôturées. Et du coup, ça avait emmené à une grosse dispute et derrière à des procès. Mais quand l'argent est parti au Luxembourg, ben, c'est super compliqué à récupérer quoi que ce soit. Donc le lockbox, c'est quand même bien mieux. Alors maintenant, si on a des passifs, des squelettes qu'on trouve une fois qu'on rentre dans la boîte. Eh bien, c'est toujours la même chose. On va prévoir un mécanisme de garantie passive de la même manière qu'on fait pour les comptes. Donc, le vendeur va faire un certain nombre de garanties sur des sujets divers, la structure du capital, euh, les employés, la fiscalité, selon l'activité, la data, les licences si on est dans une activité réglementée. Donc, il va faire un certain nombre de déclarations et garanties et parallèlement s'engager à indemniser l'acheteur en cas de, comment on dirait, en cas de déclaration inexacte ou incomplète. Et moi, me concernant, quand je suis côté vendeur, j'incite mes clients à être le plus transparent possible parce que c'est aussi dans leur intérêt et c'est aussi dans l'intérêt des repreneurs que ces mécanismes d'indemnisation n'aient jamais à être mis en place parce que on sait exactement ce qu'on a racheté. Il n'y a pas de loup dans un tiroir qu'on n'a pas divulgué. Moi, j'insiste toujours, même si c'est Paris Eleven, et c'est ce que je dis à mes clients quand je suis côté vendeur, je dis, ah, tu crois que il s'est passé ça, tu crois que je dois le dire? Je dis, tu dis tout. Le deal se fera quand même, mais au moins, s'il y a un problème, tu seras couvert. Et quand je dis tu dis, c'est pas tu prends ton téléphone. Tu dis, tu l'écris, tu le discloses à l'écrit. Oui, totalement. Et aujourd'hui, les mécaniques de garantie d'actifs passifs peuvent être aussi financées par des compagnies d'assurance. Tout à Euh, fait. J'ai eu la question qui s'est posée hier, justement. voilà, donc le Et vendeur, bah, il ne reçoit pas un certain montant de prix, mais ça peut être aussi
couvert par le paiement d'une police d'assurance qui va se substituer en cas d'appel de la garantie d'actifs passifs. C'est ça. Mais les assurances, elles n'interviennent que pour des deals de taille assez importante parce que ça coûte cher. Eux-mêmes, ben, ils assurent pas comme ça, hein. Ils refont un travail de due diligence derrière. Donc, ils assurent vraiment pour des grosses transactions. Le principe, c'est qu'on séquestre entre les mains d'un séquestre, généralement un avocat ou parfois même le bâtonnier, ou auprès d'une banque, on séquestre une partie du prix qui est libérée au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Ouais, très bien. Alors du coup, maintenant, la vraie peur de l'entrepreneur, c'est de payer trop cher au début. Comment est-ce qu'on peut contourner ça et comment on peut s'organiser pour que facialement le prix soit le même pour un vendeur, mais différé dans le temps? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, les repreneurs rachètent une boîte sur la base bon, du passé évidemment, mais aussi du business plan futur. Et donc, qu'est-ce que disent les repreneurs? Bah, aux vendeurs, OK, montre-moi que tu crois à ton business plan et tu vas rester dans la société pendant un certain nombre d'années, en pratique 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et je vais te payer une partie du prix en aval, c'est-à-dire en fonction des performances futures. Et donc, si l'activité réalise les performances promises, hein, si l'activité dans le futur, elle est conforme au business plan qui a été présenté, le cédant va percevoir un complément de prix, ce qu'on appelle un earn-out. Si ce n'est pas le cas, si l'activité ne réalise pas les performances qui ont été promises par le business plan, ben, l'acquéreur n'aura pas à surpayer. Et inversement, ben, si l'activité réalise, il paiera le complément de prix. Problème, c'est que le vendeur l'acheteur, pardon, ignore l'état de sa propre trésorerie dans 2, 3 ans. Donc en fait, l'acheteur, et c'est là dans une opération où les intérêts des acheteurs et des vendeurs sont totalement divergents, c'est sur l'earn-out. Pourquoi? Parce que suite à l'acquisition, ben, qui est aux manettes de la société rachetée? Ben, c'est l'acquéreur. Donc il va contrôler l'activité et donc il peut influencer de manière tout à fait légale les indicateurs de l'earn-out de sorte à ne pas payer l'earn-out tout en restant dans la légalité. Donc c'est une question de définition et de métrique. Moi, en tant qu'avocat de vendeur, mon but c'est de rendre la performance euh, le paiement de l'earn-out le plus dépendant de la performance possible. En d'autres termes, laisser le moins de possible de levier à l'acheteur. Et ben, quand je suis côté acheteur, je fais l'inverse. Et l'avantage, c'est que je connais tellement bien les pièges, c'est que je vois tout de suite quand la partie en face a laissé des interstices. Parfait. Alors du coup, maintenant, il y a un autre piège, c'est si le cédant emporte l'ensemble des données de l'entreprise et recommence à côté ou les vend ou voilà. Comment est-ce qu'on fait pour entourer ce risque? Alors, là encore, on va prévoir des obligations de confidentialité post-closing qu'on insérera dans le contrat de cession. Il faut savoir que, comme dans toute obligation de confidentialité, quelle que soit la matière, c'est très difficile à mettre en œuvre et à faire exécuter parce que, par hypothèse, on ne sait jamais d'où vient la fuite. Mais en revanche, ça crée un puissant effet dissuasif. En d'autres termes, on se dit, je suis tenu par une obligation de confidentialité, je ne vais pas le faire. Ouais, très bien. Euh, hop, la suite. Alors, la prochaine question, c'est quand il y a un changement de contrôle, ben, il faut aller vérifier quand même que les contrats existants continuent à tenir la route. Donc, et ça fait partie du travail en due diligence que d'aller s'assurer de ce qui va se passer dans le cadre d'un changement de contrôle d'actionnaire. C'est ça. Alors, pendant la due diligence, on va vérifier quels sont les contrats qui comportent une clause de changement de contrôle, c'est-à-dire euh, qui permettent aux co-contractants de la société rachetée de résilier le contrat avec ou sans frais. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement une fois qu'on a identifié ces contrats? On va prévoir en condition de réalisation de la transaction une renonciation
du co-contractant a cette clause de changement de contrôle. Et pour ceinture et bretelles, on va s'assurer dans les déclarations et garanties, le vendeur va nous garantir que les seuls contrats qui comportent une clause de changement de contrôle sont bien ceux qu'on a vus dans la due diligence, qu'il n'y en a pas d'autres. Et donc après, c'est le jeu des garanties de passif. Totalement. Alors, s'il n'y a pas de contrat dans l'entreprise, et ça arrive souvent dans les TPE, c'est-à-dire que l'activité continue, mais les contrats ne sont soit pas renouvelés, soit inexistants. Alors moi, ça m'est déjà arrivé. Alors en l'occurrence, c'était pas une opération de M&A, c'était une opération de private equity. J'étais mandatée par un investisseur qui allait faire un investissement très early et qui me dit bah tiens moi ils m'ont dit qu'il y avait un pipe commercial de temps, il y a des contrats, est-ce que tu peux les revoir et t'assurer qu'il n'y ait pas justement de clauses qui rompent qui entraînent la résiliation du contrat en cas de prise de participation. Je dis pas de problème. Donc je les regarde et en fait de contrats, bah, c'était pas des contrats, c'était des lettres d'intention totalement vagues qui pouvaient donc, qui n'étaient pas, d'ailleurs c'était même écrit, hein, qui n'étaient pas contraignants, donc ça pouvait s'arrêter le lendemain. Résultat, pipe commercial néant. Oui, à l'instant T, il y a du chiffre, rien ne garantissait qu'à T plus 1, il y en aurait. Donc moi, évidemment, j'appelle mon client immédiatement et il me dit, bon, ben, très bien, je te remercie. Et en fait, il a pu renégocier à la baisse, la valorisation. Donc oui, l'absence de contrat est bien plus dangereuse qu'un contrat mal rédigé. Oui, totalement. Et il y a une autre perspective aussi, c'est le cédant ne continue pas à maintenir l'activité, voire la dégrade avant le closing. Comment est-ce qu'on peut se prémunir de cette période assez dangereuse? Parce que soit il se focalise sur le process de vente et il fait plus rien dans l'opérationnel, soit il se dit, bon, bah, finalement, ça sera le repreneur. Alors, dans ces cas-là, on s'engage, on fait plusieurs choses. Premièrement, on va prévoir des engagements pour cette période intermédiaire entre la signature du contrat de cession et le closing de la transaction. On va imposer au vendeur de gérer la société en bon père de famille et lui interdire de réaliser un certain nombre d'opérations qu'on liste sans avoir l'accord de l'acheteur. Ouais, totalement. Et on va insérer en plus une garantie qui c'est toujours pareil, à la connaissance du vendeur. Il n'y a pas alors, je sais pas comment on dit en français, mais un MAC L'événement. event d'événements un peu imprévisible. Alors, dans notre jargon, c'est Material Adverse Change qui va intervenir entre le signing et le closing. Et en plus, on lui fait réitérer, en tant qu'acheteur, on lui fait réitérer les garanties, les déclarations et garanties qu'il a données au moment du signing, au moment de la signature du contrat. Donc, on se prémunit en faisant confirmer par le vendeur qui n'a pas connaissance d'événements clés Exactement. qui pourraient remettre en question la Et en vente. plus, Voilà. exactement. Et en plus, on lui interdit de réaliser un certain nombre d'opérations sans l'accord du vendeur, Ouais, sans l'accord de l'acheteur. notamment des ventes ou des transformations. Alors là, c'est un cas qu'on voit très souvent, c'est-à-dire que la société est dans un site, elle a un contrat de bail immobilier, le propriétaire du site, c'est le vendeur, et on se rend compte que le contrat de location n'a jamais été réévalué et certainement ne correspond pas au prix de marché du site. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, la première chose à faire est de vérifier en amont, dès la phase de due diligence, hein, il ne faut pas attendre d'être entre le signing et le closing, ça se vérifie en amont, dès la phase de due diligence, si la société peut continuer à exploiter son activité dans ses locaux. Et si ça n'est pas le cas, il faut l'identifier et la régler par des conditions suspensives. Moi, j'ai déjà vu, quand j'étais à Singapour, en l'occurrence, c'était une école maternelle, j'étais côté acheteur, et il y avait un gros sujet de bail, et on avait mis en conditions suspensives, justement, parce que là-bas, il n'y a pas d'équivalent aux baux commerciaux.
Donc, les sociétés sont pas protégées, c'est de la négociation, c'est des contrats de location, ça relève du droit des contrats. Ça relève du droit des contrats et donc il fallait s'assurer de la renégociation du bail auprès du propriétaire. On l'avait mis en condition suspensive. Voilà, et ça c'est primordial parce que ça peut chahuter complètement le résultat d'exploitation. Quand vous avez des coûts qui augmentent de 50%, vous n'avez plus du tout la même rentabilité après. Parfait. Alors du coup, maintenant, on voit bien qu'il y a quand même un côté accompagnement, notamment du cédant. Et si cet accompagnement est plus ou moins bien fait, ça peut casser ou contribuer à faire un deal. Alors toi, René, comment tu accompagnes en fait ces négociations et ce temps assez stressant pour se mettre d'accord en fait? Alors, moi, ce que j'essaie de faire, et c'est ce que théoriquement tout avocat devrait faire, c'est de préserver, quoi qu'il en coûte, la confiance entre les parties. Parce que si la confiance entre les parties se rompt pendant la négo, c'est fini. Il n'y a plus de deal. Donc, j'essaie soit de passer pour la méchante pour préserver la confiance entre les parties. Et je dis à mon client, tu as qu'à dire, quand je demande un truc, je dis, t'as qu'à dire que ça vient de moi, que tu as lutté de toutes tes forces, mais que c'est moi qui insiste. Tu dis que ça vient de moi. Et inversement, quand ça commence à trop chauffer entre les parties, quand ça commence vraiment, la tension va atteindre un point au-delà de toute tension propre à la négociation, euh, j'essaie de calmer le jeu. Parce qu'il faut absolument que les parties continuent à se parler et continuent à sauver leur relation. Sinon, même si le deal se fait, c'est très mal engagé pour la suite. Et c'est encore plus vrai quand je suis côté vendeur. Et alors du côté repreneur, qu'est-ce que tu suggères en termes de comportement? Ne jamais passer en force. Pourquoi? Parce que dans l'immense majorité des cas, il y a un earn-out. Donc si on passe en force, on impose, ben oui, ok, il a envie de vendre sa boîte, il n'a pas le choix. Mais il y aura de la rancœur, il y aura des choses, et ça va, comment dirais-je, ça va compromettre la relation future, et donc il va pas tellement performer, et donc c'est pas bon pour la boîte non plus. Ouais, il faut vraiment obtenir une relation win-win et une solution win-win où le vendeur continue à pédaler ou à ramer aux côtés de l'entrepreneur. Moi, j'ai tendance à voir ces opérations-là, non pas comme... alors, en anglais, il y a deux termes, a wedding, a marriage. Le wedding, c'est la cérémonie, donc dans notre cas, ça serait le closing. Mais le plus important, c'est pas le wedding, c'est le marriage, c'est le fait d'être marié. Ben là, c'est pareil. Quand on rachète une boîte, ce qui est le plus important, c'est après, c'est la période où on va être ensemble pour amener la boîte là où on veut l'amener. Donc, si on casse quelque chose pendant la négociation, ok, on va closer, on sera content, l'ego sera, mais au final, c'est pas bon pour la performance future de la boîte. Et donc, en tant que repreneur, c'est pas bon pour vous non plus. Et oui, et on a intérêt à continuer la transmission dans les meilleures conditions, de manière à ce que le chiffre d'affaires continue à progresser. Super. Merci beaucoup, René. Alors maintenant, voyons ce qui peut freiner et les situations à éviter. Alors, on a vu que il y avait que des mauvaises raisons en fait pour ne pas continuer un projet de rachat d'entreprise. Premièrement, c'est beaucoup moins risqué que d'en créer une. C'est pas, vous n'avez pas besoin d'être un crack en finance pour commencer à analyser des cibles. Il y a énormément de cibles, seulement il faut aller les chercher et les démarcher en amont. Je n'ai pas de réseau professionnel, on a vu qu'on savait monter un multicanal, une approche multicanal, et que vous allez aller bien au-delà de votre propre réseau, parce que sinon vous n'allez pas réussir. Et je n'ai pas les financements, mais personne n'a des financements au début d'une transaction. Même les fonds d'investissement, il faut qu'ils convainquent d'abord une banque de les accompagner, parce qu'ils font rarement l'investissement tout seul, et puis leur comité d'investissement qui est constamment là pour aller visiter la thèse d'investissement. Vous êtes au même niveau qu'un fonds et véritablement, il faut que vous alliez convaincre des investisseurs de vous accompagner. Ensuite, les situations qu'il vaut mieux éviter absolument. Alors, la première, je l'ai mise en rouge, c'est quand la cible et son dirigeant ne font qu'un, parce que ce n'est pas une entreprise, il n'y aura pas de processus et tout est relié en fait à la personnalité de l'entrepreneur. Donc, vous rentrez dans ce schéma-là, vous risquez de marcher sur des œufs ou de voir le chiffre d'affaires s'effondrer.
Ensuite, clairement, quand la banque de la cible refuse de participer au financement, ça n'est pas un bon signe. Quand le vendeur ne veut pas accompagner la reprise, encore moins. Si la trésorerie est négative, il faut toujours se méfier parce que vous n'allez jamais savoir si les factures fournisseurs ont bien été comptabilisées et s'il n'y a pas des délais de paiement trop élevés. Donc, vous n'allez vraiment pas savoir le niveau du découvert avant de reprendre en main toutes les facettes de la comptabilité. Quand des cadres clés veulent partir, c'est assez suspect, il faut vraiment analyser ça dès le début et savoir que quand on rachète une entreprise, c'est un patrimoine humain. Vous avez à la fois l'outil de production, mais vous avez aussi le personnel et les cadres clés qui vont vous permettre de continuer dans de bonnes conditions. Il y a aussi des gros changements de logiciels métier qu'il faut éviter, surtout si vous regardez une PME d'une certaine taille. Il vaut mieux intervenir après la mise en place que avant ou pendant le changement de logiciel. Souvent, les boîtes se cassent avec ces déploiements. Enfin, quand un plan de développement n'a jamais été testé et qu'on vous fait miroiter le développement commercial comme un actif à valoriser, et quand il y a une trop grosse répartition du chiffre d'affaires sur très peu de clients, parce qu'effectivement, si vous en perdez un, ben, vous risquez de déstabiliser complètement les revenus de l'entreprise. Alors, je vais passer très rapidement sur ma méthode dopée par la tech, hein, puisque ça n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais sachez que j'ai développé des outils qui vous permettent d'automatiser une veille sur les secteurs qui vous intéressent en utilisant des outils no-code comme Make et des outils qui vont aller scraper tout ce qui se passe sur les sites web. On peut également automatiser la recherche de cibles avec des plateformes IA comme Invent.ai et de Sales Engine, qui est assez remarquable parce que le Sales Engine va vous permettre d'intégrer jusqu'à l'envoi de mails automatisés avec de l'IA. Puis également, vous n'avez plus besoin, je vais dire, d'équipe ou de jeunes stagiaires pour vous accompagner parce que aujourd'hui, un copilote peut vous préparer très rapidement en fait l'information dont vous avez besoin pour aller discuter avec un vendeur sur son secteur ou vous aider à préparer des documents qui peuvent ensuite servir à des présentations auprès de banques ou auprès de vendeurs. Alors, voilà mon programme d'accompagnement complet. Il s'agit d'apprendre à racheter une entreprise en faisant, comme on apprend à plonger en plongeant, avec la bonne méthode, du conseil et des outils. Mais il faut que je sache maintenant si vous êtes prêt à franchir le cap, hein, si vous êtes convaincu d'augmenter vos chances de succès en employant cette méthode des investisseurs professionnels, si vous êtes prêt à vous engager dans un processus structuré et éprouvé pour acquérir votre première entreprise plutôt que d'y aller au petit bonheur la chance, et si vous pensez que c'est vraiment un facteur de succès de rejoindre une communauté de repreneurs ambitieux et qui avancent ensemble. Donc, si vous désirez vraiment racheter une entreprise, si votre rêve a toujours été d'être chef d'entreprise et que vous voulez accélérer la croissance et créer de la valeur pour vous-même et pour l'entreprise, on continue. C'est cet accélérateur qui vous permettra de racheter une boîte avec confiance et avec un accompagnement professionnel, et tout ça en moins de 12 mois. Parce qu'il y a une méthodologie éprouvée, vous avez du support d'experts comme René, et vous avez des outils tech intelligents qui ont déjà été programmés pour ce rachat d'entreprise. Alors, comment ça fonctionne ce programme? D'abord, on va y aller par étapes. Vous allez définir votre stratégie et votre projet. Vous allez ensuite générer, analyser et valider des cibles comme un investisseur professionnel. Vous allez faire votre offre, adossée bien sûr à une compétence d'avocat. Et en moins de 3 mois, vous allez pouvoir émettre ces offres avant de vous plonger dans les analyses et les due diligence. À votre avis, quelle est la meilleure approche pour réussir? Est-ce que c'est en solo, travailler seul, sans cadre méthodologique éprouvé, en vous appuyant uniquement sur votre réseau personnel, avec une motivation qui va s'étioler au fil des mois parce que vous travaillez tout seul, et avec une probabilité de faire des erreurs coûteuses parce qu'il n'y aura pas d'accompagnement expert, ou à contrario, de fonctionner avec une vraie méthodologie, avec un accompagnement relié à des professionnels et avec un élan et un momentum structuré. Donc, j'ai posé la question à un de mes anciens clients, Yves Morel, qui est passé aussi par PwC, hein, par une formation en audit. Et lui, la première chose qu'il a faite au moment de son projet de reprise, ça a été de s'entourer, parce que lui, il considère que à tout moment, si vous êtes seul, on va vous mentir. Il va y avoir des biais, que ce soit du côté vendeur ou du côté des conseils du vendeur, et qu'il faut à chaque fois exiger des preuves et que bénéficier d'un apport extérieur, ça permet aussi
de redescendre, d'avoir les pieds sur terre et de ne pas partir vraiment en amour fou pour la cible qu'on vous présente. Du coup, si aujourd'hui vous êtes devant ce webinaire, c'est que vous vous dites je veux aller jusqu'au bout et demain, il ne faudrait pas que vous ayez à vous dire j'aurais pu franchir le cap, mais je n'ai rien fait. Donc, si vous êtes convaincu qu'être accompagné vous permettra de réussir, si vous êtes prêt à parier un peu sur vous-même, parce qu'il y a quand même un investissement à faire, ça n'est pas un coût, c'est un investissement sur votre accompagnement. Si vous considérez que c'est votre moment à partir d'aujourd'hui, parfait, on continue. Sinon, ça n'est pas grave, ça montre juste que votre projet n'est pas encore mature, donc vous pouvez prendre votre temps. Mais pour tous ceux qui sont prêts, essayez d'analyser ce que vous coûte aujourd'hui de ne pas avoir la bonne stratégie et de faire cavalier seul, parce qu'il y a un coût vraiment caché à cette approche en solo, par rapport à gagner du temps et à avoir le bon accompagnement qui vous permettra véritablement d'aller jusqu'au bout. Alors, tout ce que vous allez obtenir avec ce programme, c'est monter en compétences dès maintenant, gagner un temps précieux, choisissez proactivement la bonne entreprise, avoir des réponses à toutes les questions essentielles, parce qu'il ne faut pas les laisser vraiment sans réponse et continuer à faire comme si de rien n'était. Vous allez savoir monter un premier dossier, puis un deuxième, puis un troisième, et aller directement au contact des chefs d'entreprise, parce que c'est ça qui est clé, toucher le marché caché de l'iceberg. Et il va falloir garder votre momentum jusqu'au bout, parce que en ayant été investisseur, c'est très fatigant. Et surtout, quand vous avez un premier deal qui ne se fait pas, il faut remonter en selle tout de suite. Voilà, donc si vous considérez que la prochaine étape commence ici, c'est facile. Ne laissez pas passer cette opportunité. C'est simple aussi. Réservez un appel, soit avec moi, soit avec René, pour parler de votre projet, et puis pour bien le mettre en perspective et rentrer tout de suite dans un momentum productif. Donc maintenant, nous allons passer une session de questions et réponses. C'est votre temps. On a planifié avec René 5 à 10 minutes où vous pouvez poser vos questions en direct si vous êtes en live sur un deal, avoir la vision de René en tant que conseil juridique, hein, ça peut être clé. N'hésitez pas, ou bien alors mettez les questions dans le chat et on y répondra. Je sais que c'est compliqué parce que c'est le moment du déjeuner, mais n'hésitez pas ou à reprendre aussi nos adresses email et derrière à interagir avec nous. Ce webinaire, c'est fait pour ça. Ça, c'est pour que vous puissiez prendre contact et parler de votre projet. Alors, Christina a déjà posé une question. Allons-y. Donc, comment sont traitées les activités où il n'y a pas de contrat en tant que tel, mais les clients sont là depuis plus de 20 ans, notamment pour. Alors, effectivement, dans des cas pareils, il y a quand même Quand je dis contrat, c'est que ça reste une relation contractuelle. Il y a des bons de commande, c'est matérialisé. Et 20 ans, alors je raisonne en pur droit français. 20 ans, ça suffit à établir ce qu'on appelle une relation commerciale établie. Donc, on peut pas s'arrêter comme ça. Donc, je ne sais pas si Christina, ça répond à votre question. Donc, vu l'angle de vu, euh, Oui, merci. oui, merci. Oui, merci. C'est ce qu'on a avancé comme argument. Mais par contre, ça continue à négocier dans ce sens-là. Il y a également des contraintes très techniques qui font que ça explique que ces clients resteront encore. Ils peuvent pas changer facilement pour diverses raisons. Il s'agit de l'industrie. Et l'argument continue à être avancé pour une baisse de prix. Mais voilà, je voulais aussi avoir votre avis là-dessus au vu de votre expérience et merci beaucoup. Alors, c'est vrai que quand on est un entrepreneur et qu'on rentre dans une entreprise où les contrats n'ont pas été signés, il faut quand même être courageux, hein. Après, on peut avoir très bien une période d'observation où on remet à plat tout ça. Euh, mais c'est une grosse différence en fait entre le rôle d'un investisseur qui peut avoir un portefeuille de participation à gérer sur des entreprises différentes et qui peut se permettre le risque sur une entreprise de voir partir un certain pourcentage du chiffre d'affaires, et un entrepreneur qui va tout miser sur une entreprise qu'il va piloter. Et c'est vrai que là, il faut savoir poser le curseur sur la volonté de faire un deal et derrière le risque de voir partir du chiffre d'affaires parce qu'il n'a pas été contractuellement ficelé.
Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi tous ceux qui sont encore là ou est-ce que vous voulez passer tranquillement au déjeuner? Alors, je ne vois pas arriver d'autres questions. Toi, René non plus. Non, c'est bon, hein, Ah, je suis c'est à bon? disposition. N'hésitez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à me connecter sur LinkedIn et je répondrai à vos questions avec plaisir. Christina, on peut évoquer le sujet plus avant, hein, si vous le souhaitez. Bah parfait, il ne me reste plus qu'à remercier René, remercier tous les participants qui sont venus dans la pause déjeuner sur ce sujet. N'hésitez pas à agir avec nous et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire. Je crois que le prochain sujet, ce sera comment on reprend à la barre du tribunal. Et ça, c'est un scoop. À bientôt à tout le monde. Au revoir. Au revoir.